En janvier, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le ministre de la Transition, chargé de la transition numérique et des télécommunications, avec le secrétaire général pour l'investissement en charge de France 2030, ont annoncé sa nomination. Bonjour Guillaume Avrin. Bonjour Delphine, merci beaucoup de m'avoir. Merci à vous d'être ici. Bienvenue sur le plateau de Smartech. Donc, vous êtes le nouveau coordonnateur de la stratégie pour l'intelligence artificielle, stratégie nationale. Elle a été lancée en 2018, je le disais dans le sommaire, par le président de la République à la suite du rapport Villani, avec cet objectif de positionner notre pays comme un leader en matière d'intelligence artificielle, leader européen et même mondial. 5 ans plus tard, on n'y est pas, Guillaume. Alors on en est loin. À quel point ? Alors, moi je pense qu'on est au contraire plutôt bien positionné. En fait, comme vous le disiez, le plan français pour l'intelligence artificielle a commencé en 2018 dans la continuité de la remise du rapport Villani. Et tout l'objectif de la première phase de cette stratégie, c'était justement de se mettre en ordre de bataille. Donc de structurer l'écosystème de recherche et développement en intelligence artificielle, également de mettre en place un certain nombre de communs numériques, dont un supercalculateur Jean-Zé qui permet de soutenir les développements de systèmes d'intelligence artificielle. Donc on a aujourd'hui un écosystème qui est prêt à passer à l'action pour aller saisir l'ensemble des opportunités de marché sur l'intelligence artificielle. Et on pourra revenir sur le sujet, mais même sur les nouvelles approches de l'intelligence artificielle qui font beaucoup parler aujourd'hui, on a en fait déjà des acteurs bien identifiés, positionnés sur ces sujets. L'objectif, c'est vraiment de passer à l'échelle et d'aller saisir ces opportunités. C'est toujours la problématique, en fait, de pouvoir s'appuyer sur des champions du numérique. Tout à fait, c'est exactement ça. Et l'objectif de la stratégie nationale pour l'IA, ça va être de repérer ces champions, de les écouter d'une part pour essayer de répondre au mieux à leurs besoins pour permettre leur développement, mais aussi d'accompagner leur stratégie de développement en dérisquant l'investissement, en accompagnant leur développement. Bon, et en plus, vous allez les écouter et bien les comprendre a priori. Je vais juste dire quelques mots de votre parcours. Vous êtes docteur en robotique et neurosciences, premier expert français qualifié par le COFRAC, le comité français d'accréditation en IA. Qu'est-ce qui vous a valu cela ? Alors, en fait, ça correspond à une mission, à un besoin très particulier du COFRAC, qui est donc l'organisme en charge des accréditations des centres d'essai et des organismes de certification sur le territoire national. Et ils ont besoin, moi je fais des termes techniques, mais ils accréditent donc 17025 des centres d'essai qui peuvent faire tout type d'analyse, par exemple de l'analyse d'amiante dans des échantillons. Et ces acteurs, ces laboratoires, se posent la question de s'ils ne peuvent pas intégrer de l'intelligence artificielle pour améliorer leur compétitivité, pour être plus efficace, améliorer leur performance, etc. Et toute la question que se pose le COFRAC, c'est est-ce qu'on peut accepter le fait qu'on automatise un certain nombre de tâches d'analyse qui peuvent avoir un impact sanitaire, qu'on les automatise par l'intelligence artificielle, et donc ils ont besoin d'experts pour apprécier si ça peut être automatisé ou pas par l'IA. Et c'était vraiment ma mission, et donc j'avais été effectivement le premier en France missionné sur le sujet. Alors, précédemment, avant de prendre la tête de cette stratégie nationale pour l'IA, vous étiez responsable du secteur intelligence artificielle au Laboratoire national de métrologie et d'essai, le LNE, donc qui est en charge d'évaluer la conformité et la qualification de ces algorithmes qui sont mis sur le marché. C'est un travail de certification ? Alors, il y a 3 grandes missions qui étaient associées à mon départ. On peut certifier des algorithmes aujourd'hui ? Alors, on peut effectivement. Le LNE, en 2021, a proposé la première certification au monde pour l'intelligence artificielle. J'animais justement le groupe de travail qui a conduit à la mise en place de cette certification. Mais c'est une des activités du LNE et donc du département évaluation de l'IA. Il y a effectivement de la certification, l'évaluation de conformité par rapport à des exigences, mais il y a également des activités d'essai pour caractériser, pour évaluer les performances de ces systèmes intelligents, et des activités dites de métrologie pour définir les métriques, les protocoles d'évaluation qui vont permettre de rendre compte des performances de ces systèmes d'IA. Et ce sont des références qui ont cours en France uniquement ou qui peuvent aussi prendre au niveau européen, à l'international ? Alors, on avait une activité qui était très européenne, avec la mise en place de nombreux partenariats en Europe. À l'international, on avait mis en place un partenariat stratégique avec le NIST aux États-Unis, qui est un acteur très compétent et positionné depuis longtemps sur ce sujet de l'évaluation de l'IA, depuis plus de 30 ans. Donc voilà,
quelques partenariats internationaux, mais après, c'est un peu le marché, tant qu'il n'y a pas un cadre réglementaire qui impose le fait qu'il y ait ces évaluations de conformité, c'est finalement le marché qui décide si on a besoin, effectivement, de ce référentiel de certification du LNE, d'un autre label qui serait proposé par un autre acteur, etc. Et donc, c'était vraiment la manière dont ça se passait. L'objectif, c'était d'avoir les référentiels d'évaluation de la meilleure qualité possible, de manière à convaincre le marché de leur utilité. Et c'est une qualité technique, ça n'embarque pas les questions éthiques? Si, tout à fait. Aussi. Alors, après, toute la question, et c'est une question qu'on se posait Parce que le déjà marché à l'époque. attend ça. Oui, bien sûr. Mais en fait, une des missions, justement, du LNE qui mélange un peu ces trois types d'activités, c'était de traduire un terme haut niveau éthique en éléments mesurables, quantifiables, que l'on peut mesurer avec donc, des évaluations reproductibles. Et c'était tout ce qu'on essayait de faire dans le cadre de ces évaluations au LNE. Ça peut être l'analyse de biais dans des données qui permettraient d'entraîner des systèmes d'intelligence artificielle, des évaluations entrée-sortie, évaluer la qualité des explications renvoyées par l'intelligence artificielle, etc. Vraiment, toutes les données, toutes les informations qui contribuent à faire de ces systèmes d'IA des systèmes de confiance. Donc, vous êtes passé par la recherche, par des postes très opérationnels aussi. Mais alors là, quel genre de poste est-ce la coordination de la stratégie nationale de l'IA de la France? Ouais. Alors, c'est un poste politique, Oui. Alors, l'objectif principal du poste, c'est de s'appuyer sur l'ensemble des administrations et des ministères concernés par l'intelligence artificielle pour structurer l'écosystème IA sur l'ensemble de la chaîne de valeur. On parlait d'évaluation, de benchmarking, ça peut être de l'évaluation de conformité réglementaire lorsque l'AI Act sera entré en vigueur, mais il y a bien sûr la conception, le développement et l'utilisation de ces technologies d'IA. Ça se traduit par 3 missions principales, ce qu'on fait à la Coordination nationale pour l'IA. Une mission d'investissement. Et on a donc un budget pour la phase 2 d'1,5 milliard d'euros pour soutenir justement les stratégies de développement de ces champions nationaux en IA et également former à l'intelligence artificielle pour favoriser la diffusion de ces technologies. Une mission de coordination interministérielle pour s'assurer qu'il y a bien une cohérence globale entre les actions qui sont lancées par le ministère de l'Intérieur en IA et celles lancées par le ministère de la Justice, par exemple. C'est sûr qu'il y a de la cohérence, maximiser l'impact de nos actions, de nos initiatives publiques, maximiser également l'impact des investissements publics consentis. Et puis la troisième mission, c'est une mission d'animation de l'écosystème, parce que tout ne coûte pas de l'argent pour mobiliser l'écosystème. Il y a besoin de transmettre l'information, de mettre en relation, de s'assurer qu'on est bien positionné par rapport aux enjeux internationaux, les enjeux de demain pour lesquels l'intelligence artificielle peut apporter des réponses. Et c'est ces 3 missions-là, les missions particulières de la Coordination nationale pour l'IA. Et vous posiez la question de savoir si c'était un rôle qui était politique ou pas. Je pense qu'on peut le qualifier de politique au sens premier du mot, c'est-à-dire que les finalités des actions que l'on mène dans le cadre de cette Coordination nationale pour l'IA, elles doivent se traduire en termes de progrès économique et du bien-être social. Et d'ailleurs, si notre politique industrielle que l'on met en place sur l'intelligence artificielle, elle doit s'évaluer et on doit rendre des comptes au grand public par rapport à ces objectifs de progrès économique et de bien-être social. Donc voilà. Et alors, c'est aussi l'idée que tout le monde au sein du gouvernement parle d'une même voix sur ce sujet de l'intelligence artificielle. On a entendu Jean-Noël Barrot se positionner sur la question de faut-il un moratoire, faut-il ralentir sur les IA génératives avec toutes les questions éthiques que cela pose, les questions sociétales, économiques aussi. Et il nous dit non. Vous avez été consulté là-dessus? Comment vous vous organisez pour porter cette parole de la France? C'est tout le rôle de la coordination, justement, de s'assurer que les positions sont bien concertées, qu'on arrive à trouver les bons consensus et qu'on a pris en compte les avis de l'ensemble des ministères. Donc c'était le cas sur ce sujet. C'est la lettre qui avait été diffusée par Future of Life sur effectivement la proposition de mettre en place un moratoire de 6 mois. Oui, tout à fait. Donc non, ça ne sert à rien? Et bien voilà, comme le disait le ministre Barrot, il s'avère que sur l'IA de confiance, et même les enjeux éthiques associés à l'intelligence artificielle, la France et l'Europe étaient certainement les premiers à se saisir du sujet et finalement à inscrire les développements et les déploiements de technologies d'intelligence artificielle dans un cadre de confiance. Donc on l'a fait en 2018, quand on a lancé la stratégie nationale pour l'IA, on l'a quand même intitulé « Donner un sens à l'intelligence artificielle ». Oui. C'est bien qu'on voyait ces développements et ces déploiements dans un cadre maîtrisé pour l'IA, et ça a été, je peux citer
plein d'exemples, mais au niveau national, donc, on a ensuite mis en place un grand défi qui était dédié à l'IA de confiance. Aujourd'hui, sur le volet, on pourra en revenir sur le sujet tout à l'heure, mais sur le volet Deep Tech de la phase 2 de la stratégie nationale pour l'IA, il y a 3 axes identifiés comme prioritaires: l'IA de confiance, l'IA embarquée et l'IA frugale. Donc il y a bien l'IA de confiance, y compris dans cette phase 2. Au niveau européen, donc il y a l'AIA qui va entrer en vigueur en 2025. On est en train de travailler sur les normes harmonisées qui vont permettre de soutenir l'évaluation de conformité associée à ces certifications réglementaires. Il y a également l'Europe, dans le cadre du programme Digital Europe, a mis en place des Testing and Experimentation Facilities for AI. Et il y en a 4 sectoriels sur le territoire européen qui réunissent, chaque TEF réunit plus d'une quarantaine d'acteurs. Et l'objectif, c'est de mobiliser les centres d'essai, les organismes de certification, enfin, finalement tous les acteurs qui contribuent à la confiance pour l'IA. Donc on a fait énormément de choses. Et peut-être que ailleurs, en extra-européen, peut-être que l'enjeu de la confiance pour l'acceptabilité sociétale de l'IA avait peut-être pas été soit perçu, soit identifié comme prioritaire. En tout cas, au niveau national et européen, ça a été le cas depuis le début. Et donc le mot, étant donné par ailleurs, désolé, ma réponse est un peu longue, étant donné par ailleurs l'opportunité économique justement et de réduction de la pénibilité du travail associée au déploiement de ces technologies d'IA générative ou ces gigamodèles, voilà, il n'y a pas de raison de se priver de l'apport de ces technologies d'intelligence artificielle à partir du moment où on a, par construction, établi un cadre de confiance pour leur utilisation. Mais alors la question quand même que pose l'Italie avec la conformité ou non de ces modèles avec le règlement européen sur la protection des données personnelles. Ouais, c'est effectivement une très bonne question, et je pense qu'on peut même, au-delà du RGPD, parler des futures exigences réglementaires qui seront contenues dans l'AI Act. Sous la présidence française de l'UE, des articles dédiés aux IA d'usage général ont été ajoutés à cette proposition de réglementation. On est en train, alors il y aura des actes d'exécution de la Commission européenne qui préciseront les exigences techniques associées à ces systèmes d'IA d'usage général, mais l'idée c'est bien de se dire, à minima, on veut que lorsque une IA d'usage général est utilisée pour une application à haut risque, eh bien, qu'on ait le même niveau de confiance que pour des systèmes d'IA qui seraient vraiment dédiés à des applications spécifiques. Même niveau de confiance et également transparence. C'est-à-dire qu'on veut s'assurer que quand un utilisateur, un citoyen par exemple, s'il est amené à interagir avec un chatbot qui serait doté d'une IA d'usage général, qu'il soit informé et qu'il ait la capacité de comprendre qu'il est en train d'interagir avec une IA. Je pense que ça, c'est vraiment les exigences minimales dont on veut s'assurer. Et effectivement, l'objectif, c'est bien de dire, si ces systèmes d'IA qui soient produits en extra-européen ou en Europe et qui ne correspondent pas, enfin qui ne respectent pas ces exigences-là, effectivement, ils n'auront pas l'autorisation d'être commercialisés. Mais le problème, c'est que cet AI Act, par exemple, il est en cours et déjà il est bousculé par l'arrivée, l'éruption de ChatGPT dans notre paysage, dans nos usages au quotidien. Donc on voit quand même qu'on n'est pas dans les mêmes rythmes. Ouais. Et je pense que c'est ça qui est très intéressant, et d'ailleurs ça a été prévu ab initio, depuis le début et par construction de cette AI Act. Il a été prévu parce qu'on sait très bien que les technologies d'IA progressent très vite. Tous les 6 mois, on a des nouveaux, et même je dirais que aujourd'hui c'est plutôt toutes les semaines, on a des nouveaux modèles d'intelligence artificielle qui sortent. L'objectif, c'est bien de pouvoir être flexible, notamment sur les annexes qui précisent que c'est que l'intelligence artificielle, quels sont les périmètres considérés comme être concernés des applications à haut risque de l'intelligence artificielle. On va pouvoir modifier ces éléments réglementaires en fonction de l'actualité de l'IA. Mais voilà, en fait, on répond finalement à la fois aux besoins d'encadrement. Vous le disiez tout à l'heure, on a un besoin de s'assurer que c'est des IA qui sont éthiques, qui sont absentes de biais, de discrimination, qui sont performantes, qui sont robustes, qui sont résilientes, et par ailleurs, on a besoin d'avoir... Donc il faut encadrer réglementairement, mais en même temps, on veut s'assurer qu'on est capable d'innover sur le territoire européen. Et ChatGPT aurait pu être lancé si l'AI Act avait été non, aujourd'hui, en vigueur en non, Europe. Effectivement, et c'est très intéressant. Il n'aurait pas pu, je pense, parce que il y a notamment les exigences de transparence, et en particulier de transparence sur les données qui ont permis d'entraîner ces systèmes d'intelligence artificielle et d'analyse éventuellement de biais concernant les sorties de ces systèmes d'IA. Aujourd'hui, bon, il y a un certain nombre de procès en cours sur la propriété associée à ces données qui ont été utilisées pour l'entraînement. Donc je pense que ça fait partie typiquement des questions sur lesquelles il faut progresser. Il y a des débats en cours sur l'AI Act pour répondre à ces questions, mais il faut progresser rapidement sur la définition de ces exigences minimum attendues pour ces IA d'usage général.
Bon, alors pendant ce temps, l'écosystème IA français court après tout ça. On a parlé hier en plateau de la cartographie publiée par le Hub France IA. Quel est votre regard aujourd'hui sur l'écosystème français ? Alors, effectivement, j'ai vu que vous aviez reçu Caroline hier. Au passage, je pense que c'est très important. Et vous étiez présent à la présentation de la cartographie. Tout à fait. Et je pense qu'il est très important sur le volet 3 de la stratégie nationale pour l'IA qui concerne le rapprochement entre l'offre et la demande, de s'assurer que l'on a ces acteurs qui mobilisent l'écosystème, qui soient présents et qui puissent rapprocher l'offre de la demande, sécuriser, mobiliser les intermédiaires pour les relations sécurisées. Parce qu'aujourd'hui, quand on est une start-up de l'IA, on ne pense pas offre et demande déjà alors du coup, j'ai pas encore terminé à répondre à la première partie de la question, mais pour répondre à la deuxième, si, je pense que oui. Après, ce qu'on appelle, par exemple, les startups deep tech, on est quand même sur le temps long, sur la partie R&D. Donc, on est sur le développement d'une technologie qui est innovante. Les usages, finalement, ils sont un peu plus éloignés. Et on doit s'assurer qu'il y a bien, d'une part, un besoin pour ces technologies d'intelligence artificielle dans différents domaines d'application, surtout pour les IA d'usage général, où justement, les domaines d'application peuvent être extrêmement nombreux. Et on veut aussi s'assurer, en termes de besoins de l'utilisateur final, justement, que le cadre de confiance est établi. Donc, il y a un certain nombre de sujets sur lesquels prendre en compte la demande, le besoin en parallèle du soutien à l'offre Deep Tech, c'est important pour favoriser le déploiement de ces technologies. Et alors, je vous laisse terminer donc, sur notre écosystème aujourd'hui, qui a besoin d'être structuré. Alors, je pense qu'il a besoin effectivement d'être structuré, de s'assurer que sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'IA, on est bien positionné, qu'on a au moins une solution souveraine sur chaque élément de cette chaîne de valeur, ce qui ne veut pas dire qu'on va s'interdire d'utiliser des bonnes technologies qui viendraient de l'étranger, mais en tout cas s'assurer qu'on a une capacité à faire avec les technologies qui sont produites sur le territoire national. Si on prend juste, alors bien sûr, on a plein d'entreprises positionnées sur l'intelligence artificielle en France, même parmi les licornes, mais si on prend juste le sujet de l'IA générative, parce que là, du coup, on peut se dire, c'est le sujet d'actualité, est-ce qu'on est bien positionné ou pas ? On a des acteurs, et Caroline, je crois, a évoqué sur le plateau Lighton. Effectivement, ça fait partie de ces acteurs que l'on considère être nos futurs champions de l'intelligence artificielle générative. Mais ce qui est très intéressant de constater, c'est qu'ils se sont positionnés sur des IA génératives qui peuvent fonctionner en local. Donc, c'est-à-dire qu'on va pouvoir les utiliser, par exemple, sur des lignes de production, dans l'industrie, sans avoir besoin d'aller envoyer nos données dans le cloud, sur des clouds, surtout s'ils n'étaient pas si ces données n'étaient pas hébergées en Europe ou à la main d'acteurs étrangers. Donc, en fait, il faut pour se positionner sur l'IA générative, à condition que ça réponde aux besoins spécifiques de l'Europe et notamment de notre tissu économique et industriel. Et je pense que c'est ça qui est très intéressant sur ce qui est fait aujourd'hui sur l'IA générative en France et en Europe, c'est qu'on va se positionner plutôt sur le B2B. Et par contre, dans un certain nombre de secteurs d'application, l'IA pour l'industrie, l'IA pour la médecine, pour la pharmacie, etc. Et ça, on a des acteurs. Il va y avoir des secteurs prioritaires ? Oui, tout à fait. Vous êtes arrivé donc en janvier 2023. Est-ce que ça donne une nouvelle direction à cette stratégie ? Alors, on a aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, sur le volet Deep Tech, le soutien à l'offre, 3 axes qui ont été identifiés comme prioritaires. IA de confiance, IA frugale, IA embarquée. Ces axes continuent à être prioritaires, quelle que soit l'actualité sur l'IA générative. Maintenant, l'IA générative, il s'avère qu'on n'a pas commencé, Lighton travaille sur le sujet depuis 4 ans déjà, donc on n'a pas attendu le buzz ChatGPT pour se mettre sur le sujet. Maintenant, c'est vrai qu'il faut prendre en compte l'IA générative dans notre politique industrielle pour pouvoir être capable de saisir ces opportunités de marché. Alors oui, bien sûr, on va s'intéresser au sujet. On est en train de définir justement la manière dont on pourrait encore davantage accompagner les entreprises qui se positionnent sur l'IA générative, mais la spécificité de notre positionnement, c'est justement qu'on cherchera la cohérence entre l'IA générative et ces 3 axes de la stratégie nationale en IA. On veut que ces IA génératives puissent, pour certaines d'entre elles, fonctionner en local et peut-être même, pourquoi pas, en embarqué. On veut qu'elle soit frugale pour minimiser l'impact environnemental de ces technologies intelligentes et également parce que ça répond à un enjeu de compétitivité, de réduire la consommation en données, parce que ça réduit la consommation en énergie, la nécessité pour les inférences et les entraînements, mais aussi pour le stockage de ces données. Il y a un enjeu de compétitivité autour de la frugalité et puis sur l'IA de confiance, on en a déjà beaucoup parlé tout à l'heure. Donc voilà, ça c'est une condition sine qua non pour le soutien à ces développements. Et alors ce soutien, il est sonnant et trébuchant parce que vous avez une enveloppe
à disposition. Vous êtes aujourd'hui dans le plan France 2030. Donc, vous l'avez dit, on entre dans une deuxième phase, plus de 2 milliards d'euros qui sont aujourd'hui dédiés à l'IA, au soutien de l'écosystème. Et dont sur cette enveloppe 1,5 milliard d'argent public. Ouais. Et donc, aujourd'hui, comment elle va être répartie, cette enveloppe? Ces IA génératives, elles sont... Alors voilà, peut-être qu'on peut reprendre ça. Donc on a 700 millions d'euros dédiés à la formation. Ouais. Formation pour les experts, les spécialistes de l'intelligence artificielle qui vont être amenés à développer ces systèmes d'IA. Également ce qu'on appelle les IA plus X. Donc tous ces acteurs, pharmaciens, avocats, médecins, chargés de maintenance, qui vont être amenés à utiliser les technologies d'intelligence artificielle dans leur quotidien pour justement favoriser atteindre cet objectif de diffusion de l'IA dans l'économie. Donc formation, pas seulement au niveau des jeunes. Non, tout à fait. Formation continue également. Oui, et c'est extrêmement important de le signaler. Donc non seulement formation initiale dans l'enseignement supérieur, mais également formation continue. Et même aujourd'hui, on soutient également des propositions pour le Bac-3 jusqu'à Bac-8, de manière à s'assurer d'une part d'attirer une diversité la plus importante possible d'étudiants pour accéder à ces formations du supérieur en intelligence artificielle, et du coup qu'on va retrouver dans notre industrie de l'IA. Et je pense notamment aux filles qui ont besoin d'être mobilisées dès le plus jeune âge sur ces technologies d'enjeu pour le futur. Donc voilà, Bac-8 à Bac+8, finalement, ça comprend aussi le doctorat. Des spécialistes et des IA plus X qui sont amenés à utiliser ces technologies d'intelligence artificielle. Ensuite, on a le soutien à l'offre Deep Tech, avec les 3 volets déjà cités. Il existe aujourd'hui des appels sortis sur chacun de ces volets, donc accessibles à l'ensemble de notre écosystème. Et s'ils viennent avec une proposition... Qui sont ouverts jusqu'à quand, ces appels? Alors, ça varie entre les appels, mais en tout cas, tous, ils vont jusqu'à 2024 au moins. Donc, on a le temps de se positionner. Et surtout, ce qui est important, c'est que si quelqu'un vient avec une proposition sur l'IA générative, elle est déjà éligible aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on peut effectivement lancer des dispositifs dédiés à l'IA générative, mais ces propositions peuvent déjà être soutenues aujourd'hui avec les dispositifs qui ont été mis en place. Maintenant, effectivement, rien n'a été décidé pour le moment, et je ne vais pas faire d'annonce aujourd'hui, mais effectivement, on se pose la question de mettre en place des dispositifs ou un soutien spécifique sur l'IA générative pour aller, d'une part, identifier les meilleurs acteurs nationaux sur le sujet, et d'autre part, les meilleurs cas d'usage, pour vraiment bien positionner nos champions. Et ça, vous travaillez avec le Hub France IA? Comment vous vous organisez pour repérer les pépites, les talents? Tout à fait, c'est extrêmement important. Les investisseurs? Oui. En fait, l'ensemble des acteurs qui contribuent à la réflexion sur l'intelligence artificielle, j'ai beaucoup parlé tout à l'heure des relations avec les autres ministères, mais c'est extrêmement important de prendre en compte l'avis de ces associations qui représentent un grand nombre d'acteurs positionnés sur le développement de l'IA ou l'utilisation de l'intelligence artificielle, les fonds d'investissement, les banques, mais également finalement tous les intermédiaires qui vont permettre, comme je le disais, de sécuriser la relation entre le fournisseur et l'utilisateur de technologies d'IA. Il faut aussi interroger le COFRAC, les centres d'essai, les organismes de certification. Finalement, voilà, pour tout prendre en compte dans cette chaîne de valeur de l'IA, pour s'assurer qu'on va parvenir à la diffuser dans l'économie, à la rendre acceptable. Donc Guillaume Avrin continue en France à accélérer sur ces sujets d'IA. Tout à fait. Merci beaucoup. C'était la grande interview de Guillaume Avrin dans Smart Tech, le coordonnateur national pour l'intelligence artificielle. Merci encore. On fait une petite pause, on marque une petite pause et puis on se retrouve après pour parler de l'économie du mobile avec ses enjeux environnementaux.